Je vous avoue que cette story, elle m'a un peu choquée. On est le 16 mai 2000 dans la forêt de la Oued-Zeno à Strasbourg. Et il y a un homme sur son vélo en après-midi qui va tomber sur une grosse flaque de sang. Ça va l'interpeller, donc il va aller chercher les gardiens municipaux. Arrivé sur les lieux où il y a la flaque de sang, ils vont commencer à suivre les traces. Et là, ils vont tomber sur un vélo. Le vélo, il sera immaculé de sang. Donc eux, ça va commencer à les inquiéter. Et ils vont commencer à s'avancer dans la forêt. Et là, ils tombent sur le corps d'une dame. Cette dame-là qui va donc être retrouvée égorgée avec 12 coups de couteau au niveau de la partie supérieure du corps, les vêtements du bas baissés. Elle s'appelle Ursula Brelanski. Et en faisant quelques recherches, ils s'aperçoivent qu'en fait, à 1 h du matin la veille, son compagnon, il est venu signaler sa disparition. Il est venu au commissariat et il a dit qu'il avait rendez-vous avec sa femme, Ursula Brelanski, à 20 h 30 dans cette forêt, mais qu'il ne l'a jamais vue. Il commence à s'inquiéter parce qu'en fait, c'est pas son genre. Cette meuf, elle est toujours à l'heure. S'il y a un problème, elle appelle. C'est pas le genre de personne qui peut disparaître comme ça dans la nature. Et c'est donc le 16 mai 2000, en après-midi, que son corps va être retrouvé. L'histoire d'Ursula Brelanski va faire grand bruit. Non seulement la violence de l'agression, du meurtre en tout cas, va choquer beaucoup de personnes. C'est une forêt qui est beaucoup fréquentée, donc ça va faire la une des journaux. Et il y a une ville qui est pas loin de Strasbourg, en tout cas de la forêt de Oued-Zeno, c'est une ville qui s'appelle Kiel. Et à Kiel, il y a quelques temps, il y a une série de meurtres qui a créé la psychose. Même mode opératoire. Agresser sauvagement, des femmes seules et vulnérables. Partie inférieure, en tout cas les vêtements du bas baissés. Pas de suspect, pas d'ADN, pas d'agresseur. Et donc comme je vous l'ai dit, quand la police de Kiel avait entendu parler de l'histoire d'Ursula Brelanski, elle va se rapprocher de la police de Strasbourg. Sauf que les keufs de Strasbourg, ils commencent à dire, mais pas du tout les gars. Ce qui se passe en Allemagne, ça reste en Allemagne. Là, on a à Strasbourg, il n'y a pas de psychose, nous, on n'a pas envie de créer des trucs comme ça. Donc non, ça n'a rien à voir. Vraiment, les meurtres n'ont rien à voir. Et en fait, la police de Kiel, elle va insister. Elle va leur dire, je vous assure, c'est sûr, il y a un lien, c'est vraiment le même mode opératoire. Et là, ils vont commencer à raconter ce qui s'est passé à Kiel aux policiers de Strasbourg. Et le premier meurtre qu'il va y avoir à Kiel, c'est celui d'une infirmière turque qui s'appelle Hatice Selik. Elle va être retrouvée le 11 octobre aux alentours de 4 h du matin dans une cour, poignardée entre deux bâtiments, la jupe et la culotte baissées, mais pas de viol. Pas d'ADN, pas de suspect. La deuxième agression, qui n'est pas un meurtre, mais juste, enfin, c'est déjà beaucoup, hein, mais l'agression, c'est celle de Madame Zobel. Elle va être agressée dans son parking. Elle va tomber sur un jeune homme, et elle va penser qu'en fait, il est en train de voler des roues. Donc elle va l'interpeller, on lui demande est-ce que c'est ce qu'il fait. Il va dire non. Elle va commencer à s'énerver, à crier, et là, le jeune homme va sauter sur elle. Sauf que Madame Zobel, à l'étage, il y a son mari. Et son mari, il est alerté par ses cris. Donc il va intervenir, et l'agresseur va s'en aller. Mais encore une fois, pas d'arrestation, pas de suspect. Le dernier meurtre de Kiel, c'est celui de Madame Dalman, 66 ans. Elle va être retrouvée la carotide tranchée, le manteau remonté et les vêtements du bas, comme pour Madame Brolowski et pour Hatice Selik, baissés. Mais encore une fois, pas de viol, pas de suspect, pas d'empreinte. Après le meurtre de Madame Dalman, les policiers de Kiel, ils sont sûrs. Ils ont affaire à un tueur en série. C'est toujours le même mode opératoire. Il isole ses victimes, il les agresse violemment, et pour celles qu'il arrive à tuer, il prend le temps de les déshabiller avec minutie. Il soulève bien les vêtements du haut. Il baisse les vêtements du bas ainsi que la culotte pour faire croire à un viol. Pas d'empreinte. Le seul moment où ils vont réussir à trouver quelque chose qui va peut-être les aider, c'est sur l'une des victimes. Ils vont trouver un petit bout de peau morte qu'ils vont tout de suite envoyer au laboratoire. Mais dans les fichiers, il n'y a aucun nom qui ressort. En plus du bout de peau morte qui est retrouvé sur les vêtements d'une des victimes, ils vont également réaliser plus de 300 tests salivaires. Ça va rien donner. Ils vont faire du porte-à-porte, recueillir les alibis des gens, demander des témoignages, interroger les témoins, des gens qui auraient pu être là, qui auraient pu voir quelque chose. Rien. Ça va rien donner. Quelque temps après toutes ces recherches qui n'ont rien mené, il y a un homme qui va se présenter à la gendarmerie. Cet homme-là, il va dire que le soir, en tout cas le jour du meurtre de Madame Delman, à un horaire, je ne sais plus c'est quoi l'horaire exactement, mais en fait, l'horaire qu'il va donner correspond à l'horaire où serait morte Madame Delman. Et bien lui, à cette heure-là, il a vu un homme blanc, sportif, avec des traits fins, un bouc et un bonnet, s'enfuir en courant. Les policiers lui demandent de faire un portrait robot, ce qu'il fait. Ce portrait robot, ils vont le diffuser. Ils vont dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils recherchent un homme qui correspond trait pour trait à ce monsieur-là. Il est toujours suspecté du meurtre de 3 personnes. Hatice Selik, enfin, du meurtre de 2 personnes et de l'agression d'une personne. Hatice Selik et Madame Delman, et de l'agression de Madame Zobel. Après la diffusion du portrait robot, il y a plus de 50 hommes qui vont être interpellés parce qu'ils ressemblent de près ou de loin à la description qu'a fait le monsieur de l'agresseur qu'il aurait vu ce jour-là. Problème, alibi en béton, ADN qui ne matche pas. Bref, pas de suspect, encore au point mort. La psychose a tellement été énorme à Kiel que les femmes elles faisaient des groupes
pour aller au travail. Les maris allaient chercher les femmes à leur travail. Personne ne voulait marcher seul. Personne ne voulait marcher seul, pardon. Et puis, anecdote par rapport à ces meurtres-là, il y a un couple qui était sûr que l'un de leurs amis était le meurtrier de Kiel. Donc, était le monsieur qui avait tué Hatice Selik et Madame Delman. C'est-à-dire qu'eux, ils sont partis faire quoi? Ils sont partis le dénoncer à la police. Arrivé au commissariat, il donne le nom, l'adresse, etc. Le monsieur se fait arrêter. Quand il se fait arrêter, qu'il a entendu, il s'aperçoit les policiers qu'il a un alibi en béton, donc c'est pas lui. Sauf que le couple, il veut pas lâcher. Pour eux, c'est leur ami, c'est sûr. Alors ils sont partis imprimer sa photo, ils l'ont placardé partout en disant que c'est le tueur en série. Ils se sont fait arrêter par la police qui leur a prouvé par A plus B que c'est pas le tueur en série. Et tellement ils s'en voulaient, tellement ils avaient des remords, ils se sont suicidés. Donc là, vous l'aurez bien compris, le tueur de Kiel, il a fait des victimes. Parce qu'il le voulait, donc Hatice Selik, Madame Delman, Madame Zobel, mais inconsciemment, entre guillemets, il a également tué ces 2 personnes. Bon, j'avoue, elles se sont tuées un peu toutes seules parce que bon, mais voilà, tellement la psychose, elle était énorme à Kiel, tout le monde se suspectait, tout le monde se soupçonnait. Jusqu'au jour du meurtre de Madame Brolowski. Et revenons à Strasbourg, parce que pendant tout ce temps-là, il se passe des choses à Strasbourg. Pendant ce temps-là, à Strasbourg, les enquêteurs, eux, ils lâchent pas. Tous les jours, ils vont dans la forêt, ils interrogent. Monsieur, est-ce que vous étiez là ce jour-là? Est-ce que vous avez vu un truc? Est-ce que quelqu'un saurait quelque chose? Bref, ils interrogent des témoins, ils recherchent des témoins, ils veulent des informations. Et il y a une information qui va beaucoup revenir. C'est que le jour du meurtre de Madame Brolowski, il y a un homme noir qui va paraître suspect. Ce mec-là, il va être aperçu en train de courir avec un survêtement bleu et vert. Et ça va un peu interpeller les policiers parce qu'en général, les hommes qui courent dans cette forêt avec des survêtements bleus et verts, c'est des militaires. Donc ça leur paraît suspect. Mais ils vont tous décrire, voilà, un jeune homme noir, voilà, qui paraissait suspect ce jour-là et qui courait. Pendant 5 mois, ils vont rechercher. Pendant 5 mois, ils vont rechercher ce jeune homme noir. Et le problème, si vous avez bien suivi l'histoire, c'est qu'à Kiel, le portrait robot, c'est un homme blanc. Avec des traits fins, un bouc, enfin, rien à voir. À part le bouc. Mais sinon, il n'y a rien à voir. Mais la police de Strasbourg, elle recherche un homme noir. Pendant 5 mois, elle y va, elle cherche, etc. Elle trouve rien du tout. Jusqu'au jour où il y a un homme qui va se présenter au commissariat. Donc on est le 11 janvier 2001, et là il y a un homme qui se présente au commissariat, qui dit qu'il aimerait porter plainte pour coups et blessures. Cet homme-là, il explique qu'il y a quelques mois, il a croisé un homme qui s'appelle M. Ramzi Ferjani, avec qui il s'est disputé, qu'ils se sont revus aujourd'hui sur un parking, et que le ton est monté, qu'après ça, ils en sont venus aux mains et que ça allait un peu trop loin. Donc lui, il aimerait déposer plainte pour coups et blessures. Le problème, c'est que les policiers, au même moment, ils reçoivent le beau-frère, il me semble. Ouais, le beau-frère, il me semble, de M. Ramzi Ferjani, qui va déposer plainte parce que son beau-frère est entre la vie et la mort. Il aurait été agressé par un homme noir sur un parking, qui a pété la vitre de sa voiture avec un sabre. Le sabre aurait transpercé le bas du corps de M. Ferjani, qui se trouve actuellement dans le coma à l'hôpital. Et l'homme qui a agressé M. Ferjani, il s'appelle Jacques Plumin. Les policiers, vous vous doutez bien qu'ils l'arrêtent tout de suite. Il l'arrête tout de suite et il l'interroge. Monsieur, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, Jacques Plumin, il explique qu'en fait, quand il a recroisé M. Ferjani sur le parking, effectivement, ils se sont un peu accrochés, mais que M. Ferjani, il a eu des propos qui ont touché son ego. Genre, sa dignité d'homme, elle a été touchée, il ne pouvait pas laisser. Comme il ne pouvait pas laisser, il a attendu que M. Ferjani monte dans son véhicule et que ce soit sur le point de démarrer, pour revenir en courant après aller récupérer un sabre dans sa voiture. Il a pété la vitre et effectivement, le sabre a transpercé le corps de M. Ferjani. Donc pour ça, il assume les faits. Et le problème, c'est que, en se penchant un peu sur le cas de Jacques Plumin, ils vont faire le lien avec plusieurs affaires. La première chose, en plus de ce qui vient de se passer avec M. Ferjani, c'est que dans son casier, on remarque qu'il a été arrêté en juillet 1999 pour l'agression de Mme Sylvia Ndiaye. Elle a été agressée à l'arme blanche par un homme qu'elle a décrit comme étant Jacques Plumin, et qui s'est avéré être Jacques Plumin. Et donc pour ça, il a fait 1 an de prison, enfin même pas 1 an de prison. Il a été arrêté en juillet 1999 et il a été remis en liberté en octobre 1999. Bravo la justice française. Mais grâce au témoignage de Mme Sylvia Ndiaye, on sait que voilà, il est capable de ces faits-là, qu'il a été reconnu coupable de ces faits-là. Et on commence à le relier à 2-3 meurtres, comme je vous ai dit. Celui de Mme Brolowski, les meurtres de Kiel. Et si c'était Jacques Plumin? Les policiers commencent à se poser des questions. Vous commencez à l'interroger. Est-ce que vous connaissez Mme Brolowski? Pas du tout, ça lui dit rien du tout, ça. Est-ce que vous vous promenez près de la forêt de Watzenau, à Strasbourg? Il explique qu'effectivement, ça lui est arrivé de partir là-bas parce qu'il fait son footing là-bas, parce qu'il fait du sport et que c'est un mec qui s'entretient. Il va également là-bas parce que je ne sais pas si j'ai précisé, mais il y a une clairière naturiste. En tout cas, il y a un espace naturiste. C'est quelque chose qu'il pratique, donc des fois il s'y rend. Mais à part ça, voilà, il fait rien de particulier dans la forêt de Watzenau. Et il ne connaît pas Madame Brolowski. Ok. Il commence à l'interroger sur la ville de Kiel. Et la ville de Kiel, est-ce que vous la connaissez?
il explique que pas du tout, il sait que c'est en Allemagne, mais qu'il s'y est jamais rendu, qu'il a jamais mis les pieds là-bas. Il explique également qu'il avait une ex allemande, mais elle n'habitait pas à Kiel, donc lui, il a jamais eu l'occasion de s'y rendre. Mais les policiers le trouvent trop suspect. Ils savent pas pourquoi, mais ils sont sûrs que c'est lui. Ils sont sûrs que l'auteur de ces meurtres-là, c'est Jacques Plumin. Après l'agression de M. Ferjani, Jacques Plumin les met en mandat de dépôt directement. Les policiers, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent le maintenir en prison à cause de l'agression de M. Ferjani. Et ce maintien en prison, il va permettre à ce que le juge d'instruction autorise la mise en écoute d'un téléphone surveillé. C'est ce qui va se passer. Et lors des écoutes, ils vont s'apercevoir qu'en fait, Jacques Plumin, c'est pas le petit... c'est pas le mec tout drôle, tout gentil, parce que quand il rentre au commissariat, il y a un des policiers qui va dire que lui, quand il l'a vu, il a eu l'impression de voir un petit Eddie Murphy. C'est vraiment ses mots, c'est pas les miens. Le black, c'est ses mots. Le black, tout souriant, qui rentre, qui est en mode bon délire. Et puis c'est un bel homme, Jacques Plumin. Il est décrit par ses proches comme étant séducteur, comme étant un mec qui manque pas de conquête, comme étant un mec qui attire les femmes. C'est même pas lui qui va, il attire les femmes. On est loin du profil de l'homme blanc qui avait été décrit au départ, un peu timide, réservé, qui remet sa frustration sur les femmes, parce que lui, il n'a pas de frustration. Monsieur côtoie les trucs naturistes. Bref, il est actif sexuellement, il a beaucoup de conquêtes, et ça, ils vont s'en apercevoir grâce aux écoutes. Et revenons sur les écoutes. Le premier truc qui fait qu'ils se disent, mais en fait, Jacques Plumin, il a peut-être un dédoublement de la personnalité, c'est qu'au début... Eux, comme je vous le dis, ils pensent que voilà, il est là parce qu'il a agressé M. Ferjani, mais ils le suspectent d'être le tueur de Kiel et le tueur de Mme Brolowski. Mais ils n'ont pas de preuves, de ouf. Sauf que là, ils vont intercepter une conversation que va avoir sa compagne, Mme Michel Bey à l'époque. Mme Michel Bey, elle est au téléphone avec l'une des ex de Jacques Plumin, et elle est au téléphone avec un téléphone qui appartient au couple, qui lui aussi a été mis sur écoute. Et quand les policiers écoutent la conversation, ils tombent sur une ex-femme qui se confie, mais c'est effrayant ce qu'ils entendent. L'ex de Jacques Plumin, elle va commencer à expliquer que Jacques Plumin a déjà été violent avec elle. Que lorsqu'elle a essayé de le quitter, il l'a menacée à l'arme blanche, en disant que si elle partait, bah, il la tuerait. Elle va plus loin, elle explique qu'un jour, après qu'ils aient eu des rapports sexuels, et que tout se passait bien, d'un coup, elle dit que c'est comme si ses yeux vont tourner, que son visage va changer, et qu'il va se mettre à l'étrangler. Il va l'étrangler jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, et quand elle va revenir à elle-même, il sera là en train de la regarder, il va lui dire, tu vois, si je veux, je te tue. Et elle va décrire plein de petites scènes comme ça. Ça va être un peu un Mister... comment on appelle ça là, Mr. Jackie des Dr. Hyde, ou bien Dr. Jackie des Mr. Hyde, c'est un peu le même délire. Et les policiers commencent à dire, ouais, c'est bizarre. Ils fouillent dans son passé. Ils se rendent compte que Jacques Plumin, il dit à tout le monde que lui, il a été militaire. Et que lors de son service militaire, son meilleur ami, il est mort sous ses yeux, et que c'est un truc qui l'a traumatisé. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant des recherches, on s'aperçoit qu'il n'était pas militaire du tout. Hein. Il était cuisinier à l'armée. Mais il n'a jamais touché une arme. Il n'était pas militaire. C'est comme si la meuf qui tape les comptes rendus au tribunal, elle explique qu'elle est juge. Pas du tout, chérie. Tu t'es cuisinier. Tu n'étais pas militaire. Encore une fois, on s'aperçoit que Jacques Plumin, il est non seulement fou, mais aussi mythomane. Mais jusque-là, on n'a pas encore de preuves comme quoi il a tué Mme Brolowski. Enfin, on n'a pas encore d'aveu, on n'a rien. Par contre, la bonne chose qu'ils font les policiers, c'est bien qu'ils n'aient pas de preuves formelles comme quoi c'est Jacques Plumin, l'auteur des faits pour Mme Brolowski. Ils insistent auprès des juges, il faut rouvrir le dossier. C'est ce qu'ils font. Ils rouvrent le dossier de Mme Brolowski, le dossier de Mme Delman, ils commencent à parler avec les policiers de Kiel, ils s'associent, ils commencent à... Bref, ils essaient de faire bouger les choses. Et c'est comme ça qu'un jour, ils vont réauditionner Jacques Plumin de 9h à 18h. Par contre, je vous l'ai dit, avant de réauditionner Jacques Plumin, la police de Kiel et la police de Strasbourg, ils se sont associés. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Jacques Plumin s'est déjà rendu à Kiel, parce qu'il fréquente là-bas un club échangiste. Et il y allait régulièrement, vraiment régulièrement. Donc il s'est déjà rendu à Kiel. Autre chose, les policiers de Kiel, en fouillant un peu, ils s'aperçoivent qu'entre deux des meurtres qu'il y a eu à Kiel, eh ben, ils ont arrêté un soir à 1h du matin, alors qu'ils recherchaient activement le meurtrier, Jacques Plumin. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait là, il a donné un alibi, en tout cas il a justifié sa présence, et ils l'ont laissé repartir, parce qu'il paraissait pas suspect, et le portrait robot ne correspondait pas à un homme noir, mais à un homme blanc. Donc il n'y avait pas de raison de l'arrêter. Et pour finir, et ça il l'a dit lui-même, la forêt de Wodzenau, il la fréquente. Parce que lui, il fait des pratiques, enfin, il a des pratiques naturistes, et en plus il fait du sport là-bas, monsieur est un sportif, donc il fait du sport là-bas. En fait, il y a trop de coïncidences là. C'est plus un doute, c'est une certitude qu'ils ont les policiers. C'est Jacques Plumin. Mais il leur faut des aveux. Et ce jour-là, de 9h à 18h, ils vont le cuisiner. Et il va finir par avouer. Le premier meurtre que Jacques Plumin avoue, c'est celui qui va tout faire exploser. Celui qui va mettre en relation la police de Kiel et la police de Strasbourg. Le meurtre d'Ursula Brolowski.
Jacques Plumin explique que ce soir-là, lui, il veut juste voilà, avoir une femme, faire ses petites affaires. Alors il appelle toutes ses conquêtes, mais aucune n'est disponible. Donc ce qui se dit, c'est qu'il va se rendre dans la forêt de Watzono, là où parfois il y a des naturistes, et je pense parfois des trucs échangistes, enfin, parfois ils peuvent trouver des conquêtes là-bas. Donc lui, il s'y rend. C'est là qu'il tombe sur Ursula Burlowski. D'après Jacques Plumin, quand il voit Ursula Burlowski, il la confond avec Nadia, une conquête à lui, MDR. Donc il l'aborde. Il lui dit, wesh Nadia, c'est comment ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et tout. Mais Ursula Burlowski, elle est choquée. Je t'ai jamais vu de ma vie, enfin, je vois pas qui vous êtes, monsieur. Elle lui demande d'arrêter, enfin, elle lui fait comprendre que ce n'est pas Nadia. Jacques Plumin, il poursuit en disant que lorsque Ursula s'est aperçue qu'il l'a confondue avec Nadia, elle lui a donné une réponse qui l'a fait sortir de ses gonds, c'est qu'elle lui a dit, moi dans mes fréquentations, il n'y a pas de nègre. Je ne côtoie pas de noir, donc je ne peux pas être Nadia. Et en fait, quand elle a dit ça, d'après Jacques Plumin, et la famille d'Ursula ainsi, c'est impossible qu'elle ait tenu des propos pareils, parce que d'après eux, elle n'était pas du tout raciste. Mais c'est ce que. Bon, après, je sais pas si on peut prendre pour argent comptant ce que dit un meurtrier, honnêtement. En tout cas, Jacques Plumin lui dit que c'est ça qui l'a fait sortir de ses gonds, et qu'après qu'elle ait répondu ça, il a sorti un couteau et il l'a poignardé. Jacques Plumin, il finit en disant que après le meurtre de Madame Burlowski, il est rentré chez lui, il se sentait vraiment, vraiment pas bien. Faut rire. C'est lui qui bute, mais c'est lui qui sent pas bien. Jamais vu. Il se sentait vraiment, vraiment pas bien. Donc il est rentré chez lui, il s'est douché, il s'est changé. Et il est ressorti. Le lendemain, il était tellement mal qu'il n'est pas retourné au travail. Voilà. Après les aveux, ils le remettent en mandat de dépôt. Mais le 21 juin, donc 48 heures après les aveux pour le meurtre de Mme Burlowski, il demande à être entendu. Quand les policiers vont le chercher en prison et qu'ils le réauditionnent, il explique que lui veut s'expliquer sur les meurtres de Kiel, notamment sur le meurtre de Mme Delman. Il explique que le 4 décembre, donc le jour où a été tuée Mme Delman, lui à la base il sortait pour aller en boîte. Que lorsqu'il est sorti pour aller en boîte, donc à Kiel, il s'est perdu. Il s'est approché d'un bâtiment et il a vu Madame Delman. Il allait pour lui demander sa route, mais en fait, elle, en le voyant, elle a pris peur. Donc elle a commencé à crier, il a paniqué, il l'a étouffée, elle s'est débattue, il l'a poignardée. Pour faire croire à un viol, il a baissé le bas, ses vêtements du bas, et il s'en est allé. Il a avoué également pour l'agression de Madame Zobel. Il dit que pareil. Elle l'a vu sur le parking, elle a commencé à l'invectiver, lui il a paniqué, donc il l'a agressé, mais son mari il est sorti nulle part, donc il s'est enfui. Ça fait 3 meurtres que Jacques Plumin avoue. Par contre, autant il a assumé pour Madame Delman, pour Madame Burlowski et pour Madame Zobel, mais pour la jeune turque, la jeune infirmière turque Hatice Selik, il a jamais avoué. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, il se souvient pas. Il se souvient pas de ce qui s'est passé le week-end où Madame Hatice Selik est morte. En tout cas, d'après lui, il se souvient pas. Donc c'est le seul crime qui malheureusement... c'est le seul crime pour lequel il n'a pas été condamné. Et en plus, du côté de Mme Hatice Selik, malheureusement, sa famille a dû repartir en Turquie, donc il n'y avait personne pour appuyer le dossier. Il y a des avocats, en tout cas l'avocat général, il a essayé de faire entendre la cause de Mme Hatice Selik, parce que ça reste une des victimes de Jacques Plumin. En tout cas, les enquêteurs sont sûrs. Malheureusement, il y avait rien d'autre pour défendre le dossier. Pas assez de preuves ADN, pas de témoins. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a personne qui le poussait le dossier, donc forcément, il est entre guillemets passé à la trappe. Et pour ça, il n'a jamais été condamné. Grâce à tous ces aveux, ils apprennent également qu'en fait, lorsqu'il y a un passage à l'acte, pour Jacques Plumin, c'est pas lui, c'est son jumeau. Enfin, c'est un personnage fictif qu'il a créé, qui s'appelle Maïve, qui a agi. C'est lui qui a assouvi ses pulsions. C'est pas Jacques Plumin, le mec à part entière. C'est vraiment le deuxième personnage, Maïve. Genre, il serait poussé par une voix, par quelqu'un, par... Et ça concorde avec ce que disent ses proches. Enfin, ça concorde pour ceux qui y croient, en tout cas. Ses proches, ils décrivent Jacques Plumin, en tout cas ses amis, sa mère, etc., comme étant quelqu'un d'assez gentil. Il a eu une éducation très stricte. Sa mère, elle ne le laissait pas sortir. Ça a été un enfant qui a souffert, entre guillemets. Moi, j'aime pas dire ça parce qu'avec ce qu'il a fait, franchement, je m'en fous qu'il ait souffert ou pas, mais ça a été un enfant qui a souffert de l'éducation que sa mère lui a donnée. Et ça, elle le reconnaît, sa maman. Elle n'a pas été très tendre avec son fils. Mais voilà, pour ses proches, c'est quelqu'un de poli, de souriant, de gentil. À part quand on a écouté le téléphone et qu'on s'est aperçu que ses ex avaient été violentés, le reste des gens qui l'ont côtoyé, ils l'ont vu vraiment comme quelqu'un de très très sympa. Enfin bref. 3 semaines après les aveux de Jacques Plumin, ils font la reconstitution de la mort de Madame Burlowski. Et là encore, lorsqu'ils le ramènent dans la forêt de Watzono à Strasbourg, la reconstitution, elle est tellement bien faite qu'il n'y a pas de doute. Ça concorde avec ce que les médecins légistes ont dit. Il y a des détails que seul le meurtrier pouvait avoir. La position de l'arme, comment le corps, il a traîné le corps là où il avait traîné, enfin le mannequin, le faux corps du coup, là où il a traîné Madame Burlowski. Et ça devant 15 témoins. Les policiers sont sûrs. Le dossier de Madame Burlowski est clos. Et pour le reste, c'est qu'une question de temps. Sauf que c'est mal connaître Jacques Plumin. Une semaine après, Jacques Plumin il veut se rétracter. Il explique que la police l'a drogué, qu'il a fait ses aveux sous la contrainte, sous la menace. Sauf que les gars, si vous avez bien suivi l'histoire que je vous ai racontée, parce qu'on arrive à la fin,
Vous avez bien compris que Jacques Fumain, c'est un tueur en série, manipulateur et mythomane. Donc quand il se rétracte, personne ne le prend en compte. Reconstitution devant 15 personnes. Détails donnés alors que... Il y a des trucs, même les policiers ne le savaient pas, chérie. Comment tu sais que Madame Delman, quand on l'a tué, on a soulevé son manteau et on a baissé sa jupe et son collant pour faire croire à un viol? Madame Brolowski, comment tu savais où était son vélo? Comment tu savais où le corps a été retrouvé? En fait, il y a des trucs qui ne trompent pas Madame Zobel. Il a donné le même récit que Madame Zobel. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui l'a vu dans le parking pendant qu'il voulait voler des roues et qui l'a invectivé. C'est exactement ce qu'a dit Madame Zobel. Je rajoute à ça que le bout de peau qu'ils avaient retrouvé sur une des victimes, quand ils ont fait la comparaison, bingo, il y a eu match. Et c'est donc après tout ça qu'ils vont réussir à mettre un visage sur le meurtrier de Kiel et sur l'agresseur de la forêt de Watzenau. Le procès de Jacques Plumet va durer 3 semaines. À la fin des 3 semaines, il va être condamné à 30 ans de prison. Autant vous dire que c'est le choc pour tout le monde. Après le nombre de meurtres, la violence des meurtres, les aveux, 30 ans et pas perpète, les gens étaient choqués. Après que sa peine a été annoncée, le parquet va quand même faire appel. Et là, il va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec 20 ans de sûreté. La dernière information qu'on a de Jacques Plumin, c'est qu'il serait devenu catholique et qu'il aurait un gros suivi psychiatrique. C'est les seules informations que moi, en tout cas, j'ai réussi à avoir. Et puis, j'ai pas accès à des archives de ouf. Hein. Les recherches que je fais, c'est comme vous sur Internet. Mais j'ai pas accès à des archives de ouf, c'est dommage. Peut-être qu'on aurait pu... Bon, c'est dommage. Calmons-nous sur le voyeurisme. Mais voilà, c'est les seules informations qu'on a sur Jacques Plumin. Je suis quand même dégoûtée que pour Hatice Selik, il n'y ait pas eu de... En fait, ça fait mal au cœur de dire qu'elle est morte et que malheureusement, comme personne n'a pu... malheureusement, sa famille, ils habitent en Turquie, donc ils n'ont pas pu défendre son procès. Personne n'a pu appuyer. C'est comme si, en fait, on sait que c'est lui. On sait, genre c'est sûr c'est lui, mais elle aura jamais gain de cause entre guillemets. Elle est là parce qu'il est en prison, je sais pas si vous allez comprendre. Moi ça m'a trop foutu le seum. Enfin bref, c'est fin de la story time.